Donc, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'ensemble du comité scientifique de m'avoir permis de venir présenter mon futur projet de thèse au sein de cette journée d'études. Je suis Maxence Picot, je suis enseignant d'EPS au lycée Pasteur de Besançon et j'étais l'année dernière donc en Master 2 MEF EPS à l'INSPE de Besançon et donc j'ai eu la chance d'avoir le CAPEPS l'année dernière. J'inscris cette présentation dans le cadre d'un projet de thèse qui devrait se concrétiser l'année prochaine sous la direction de Sébastien Lafage-Cosnier ici présent et de Laurent Gutiérrez. Alors, dans un premier temps, il est important pour moi de définir donc, les différents termes qui vont nous permettre de mieux comprendre si l'expérience du village d'enfants de Vercheny est une innovation ou non. En effet, dans un premier temps, selon Hilleret en 2010, l'innovation est un processus collectif de création qui implique de nombreuses parties prenantes et qui permet donc de concrétiser une solution technique ou une nouvelle activité. De plus, il est important de comprendre qu'une innovation, elle ne vaut jamais qu'en fonction de la poussée sociale qui la soutient et l'impose, comme le soulignait Brodel en 1979. D'où cette nécessité, suite à la Seconde Guerre mondiale, de mettre en place l'aide sociale à l'enfance pour aider les enfants en danger moraux. Cette aide sociale à l'enfance, elle consiste à protéger ces enfants en danger moral dans un premier temps. De plus, il faut savoir que l'enfance en danger moral, c'est une notion très ambiguë selon le LASAPI. Elle se définit entre la prophylaxie criminelle et l'enfance malheureuse. Cette aide sociale à l'enfance, elle devient donc une solution qui peut être radicale, car la Seconde Guerre mondiale est une crise qui, plus elle s'approfondit et dure, plus elle va susciter une recherche de solutions de plus en plus radicale et fondamentale. Et donc cette crise, elle peut avoir un aspect d'éveil, comme le soulignait Edgar Morin. De plus, pour terminer, comme le souligne Revo Dallon en 2012, la crise est une difficulté à faire société. Elle peut être caractérisée par des moments de bref basculement, comme le suggère déjà Edmund Husserl dans les années 1930, mais également par de longues périodes au cours desquelles s'affrontent des cultures divisées qui tentent d'imposer des modes de légitimité antagonistes par l'utilisation d'éléments de déstabilisation et de troubles de l'ordre politique, social et culturel, comme le soulignait donc Revo Dallon en 2012, et comme l'a pu être la 4e République suite à la Seconde Guerre mondiale. Dans un second temps, il me paraît important, suite à la définition, de souligner que mon futur travail de recherche se base sur l'analyse des archives du fonds historique donc de la Fondation Robert Ardouvin, qui est située au cœur même du village d'enfants à Vercheny dans la Drôme. Donc, ici, à votre droite, vous avez la Fondation Robert Ardouvin et à gauche, vous pourrez trouver donc l'ensemble des archives que j'ai commencé à dépouiller. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter le contexte de création, qui est un contexte particulier de 1946 à 1948. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'état de délabrement physique et moral des enfants s'est considérablement accru, dans les grandes villes comme à Paris par exemple. Rioux souligne que les écoliers doivent survivre car les enfants ont des troubles de croissance. Donc les adolescents ils vont avoir 7 à 11 cm de moins ou 7 à 9 kg de moins que ceux de 1936. Suite à cela, et toujours dans le contexte de création, en 1944, Robert Ardouvin, qui deviendra plus tard le créateur de l'association, rejoint la résistance et est arrêté puis mis en prison en mai de la même année à côté de Douai. Et il sera libéré en septembre 1944 à l'âge de 16 ans. Il sera ensuite embauché comme éducateur dans la Fondation Relais à Paris en 1944. Et il va rapidement se rendre compte du grand nombre d'enfants se trouvant sans foyer ou dont les parents ne peuvent s'occuper. Il va donc décider alors de créer le 16 juillet 1946 l'Association des Amis des Enfants de Paris à Montreuil à seulement 18 ans et avec l'aide de M. Assassiani. Donc je vais vous lire un extrait donc, du journal officiel de la République française. Le 16 juillet 1946, déclaration de la préfecture de police, Association les Amis des Enfants de Paris. But, la recherche, la rééducation, la réadaptation sociale des mineurs se trouvant soit par leur milieu familial, soit par leur milieu d'évolution en danger moral, sans autre considération d'idées politiques ou religieuses et professionnelles uniquement pour régénérer l'enfance. Robert Ardouvin, il faut savoir qu'il va très vite s'entourer de gens qui vont le soutenir et l'accompagner. Et jusqu'en 1962, il fait vivre son association seulement sur des dons. Il deviendra par la suite également le secrétaire général de l'association et son collègue M. Assassiani deviendra le vice-président de cette association. Donc, comme je l'ai dit juste avant, M. Ardouvin, il va rapidement s'entourer de personnes qui vont l'accompagner. Donc, si l'on se base sur la définition de l'innovation d'Hilleret, une innovation est un processus de création collective.
Ici, l'association a été créée par plusieurs personnes phares, comme Madame Chauvel que vous allez avoir à votre droite, qui était la femme du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qui va devenir par la suite présidente, de l'association. Et puis vous allez avoir sur votre gauche Monsieur Jean Dalins, qui sera vice-président délégué au conseil d'administration. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations sur ces deux personnages parisiens, malgré le fait qu'ils sont des personnages très importants dans le développement de l'association sur les 30 premières années. Et puis, grâce à mon futur travail de thèse, je serai davantage à même d'approfondir leur parcours prochainement. Ensuite, donc, il faut savoir que Robert Ardouvin, il a envoyé de nombreuses lettres dans toute la France pour trouver un village abandonné à reconstruire. En effet, au départ, son idée, elle était de sortir les enfants de l'environnement social dans lequel ils évoluent pour éviter la reproduction de la délinquance. Et il cherchait également un endroit avec beaucoup d'espace pour que les enfants puissent se développer pleinement et librement sans être enfermés entre quatre murs. C'est ainsi que l'association elle va trouver un village, dans la Drôme, au pied du Vercors, appelé Vercheny. Donc ce que vous retrouvez ici, c'est un exemple de lettre du préfet des Basses-Alpes qui répond à Dominique Ardouvin sur la nécessité de trouver un village abandonné à reconstruire pour y accueillir les différents enfants. Il faut savoir que dès le début de l'association, elle ne naît pas non pas de la volonté d'un seul homme, Robert Ardouvin, mais bien d'un collectif. En effet, ayant besoin d'argent pour naître, l'association a dû se développer de manière collective. De plus, suite à la Seconde Guerre mondiale, le contexte est favorable à la création d'associations à caractère social. Ainsi, des fonds vont être donnés à l'association pour se développer et de nombreuses personnes, comme l'ambassadrice du Canada, Madame Georges Vanier, effectuent des dons à l'association. Donc ici, vous avez un exemple du premier conseil d'administration, donc l'article 7, donc je vais vous lire l'extrait. Les ressources de l'association sont assurées par 1. Les cotisations versées par les membres titulaires, 2. Les cotisations versées par les membres fondateurs, 3. Les dons en espèces et en nature, et 4. Les recettes des fêtes ou conférences organisées par les membres de l'association, et en dernier recours, les subventions diverses ou des pouvoirs publics. Donc ici, vous voyez bien que c'est grâce aux diverses cotisations des différents membres et donc au collectif que l'association va naître et va essayer de se développer au tout début suite à la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, je vais essayer donc maintenant de vous parler de l'idée d'éducation dont se faisait la collectivité pédagogique à Vercheny. Tout d'abord, l'idée pour la communauté pédagogique était de sortir les jeunes en danger moral de l'environnement dans lequel ils vivent pour éviter et surtout prévenir le retour en délinquance de ces enfants ou l'accès à cette délinquance. De plus, tout enfant a besoin de place et de nature pour bouger, se développer, se dépenser physiquement et s'épanouir, comme le soulignait Céline Alvarez. Ainsi, le cadre de Vercheny vient s'inscrire dans une démarche d'épanouissement de l'enfant. Et donc cette lettre que vous avez ici, c'est une lettre à l'origine donc envoyée à Madame Fondre, et il y avait diverses lettres comme ça, des fascicules qui étaient envoyés à divers amis des enfants de Paris pour pouvoir présenter l'association. Et au sein de ces lettres, vous pourrez retrouver le fait que l'association cherche à prévenir pour ne pas avoir à guérir en fait. D'où cette idée de prévention. Donc ici on a toujours pareil, donc des fascicules de présentation de l'association. L'association elle va se mettre en place de la manière suivante. Ils vont utiliser donc différentes maisonnées où on va avoir des couples qui vont se mettre dans ces maisonnées avec leurs propres enfants et puis ils vont accueillir ensuite entre 9 et 12 enfants en danger moral qui viennent au départ de la région parisienne. Puis aujourd'hui on va retrouver des enfants qui viennent un peu de toute la France. Toujours dans le contexte de création, je vais essayer de vous présenter maintenant Robert Ardouvin, mais tout d'abord son réseau. La lettre que vous allez avoir sous les yeux ici à votre droite montre la manière dont Robert Ardouvin a réussi à se construire un réseau important pour que l'association puisse se développer. Ce réseau est mis en avant notamment grâce à l'aide financière de nombreux amis comme Madame Georges Vanier dont j'ai pu vous parler juste avant, donc ambassadrice du Canada, et en mettant en relation la définition de l'innovation de Brodel avec le réseau dont dispose Robert Ardouvin, nous constatons que celui-ci a une part très importante dans le développement de l'association. Et on peut donc commencer à penser que cette expérience originale contient les différentes caractéristiques d'une innovation. Donc la lettre qui est là de Madame Georges Vanier, ambassadrice du Canada, souligne également le don de 25 000 francs à l'Association des Amis des Enfants de Paris sur ses débuts.
De plus, maintenant, je vais vous présenter l'exemple d'éthique et de conviction d'engagement politique de Robert Ardouvin pour mieux comprendre quel était ce personnage. Il faut savoir que suite à une demande d'allocation, Robert Ardouvin il va refuser l'aide de l'inspecteur d'académie car elle rentre en conflit avec les idées et la conception de l'éducation que se fait cet homme, ainsi que l'ensemble de la collectivité pédagogique. En effet, il ne veut pas créer une école privée, mais bien intégrer les enfants de la collectivité au sein du village et de l'environnement social que compose le village et le département. Donc ici, il va refuser une aide sociale, une allocation suite à la loi Bérengère de 1952, car il voulait vraiment intégrer et inclure les enfants au sein du collectif et donc de l'environnement social local du village d'enfants. Suite à cela et à l'ébauche de mon travail de thèse, j'ai pu commencer à émettre une piste, et notamment la piste de l'importance de l'environnement naturel pour permettre l'éducation des corps. Tout d'abord, selon Jacqueline Emo, ce n'est pas l'éducateur qui éduque, mais bel et bien l'environnement. Nous parlons ici de l'environnement naturel dans lequel évoluent les enfants de Vercheny, mais également leur environnement social dans lequel ils sont intégrés. Cet aspect d'adaptation de l'environnement au bien-être des enfants et à leur éducation, notamment à l'éducation des corps qui se retrouvent dès les premières années de l'arrivée de l'association au sein du village de Vercheny. Donc là, on a bien le commencement d'un environnement social et d'un environnement naturel qui va être important pour le développement des corps des enfants à Vercheny. Suite à cela, dès 1948, les jeunes âgés de plus de 11 ans commencent à participer à la construction du village de façon active. Ainsi, le travail participe dès les débuts de l'association à l'éducation des corps des enfants. C'est ainsi que l'on retrouve cet aspect d'environnement social, mais aussi naturel, dans lequel les enfants vont donc évoluer. Néanmoins, ce qui va paraître être davantage novateur, c'est la création du groupe des cadets dès 1952. Et donc, je vais vous lire une partie du fascicule ici de présentation du groupe des cadets. Comment est né le groupe des cadets? La collectivité pédagogique a commencé à vivre à Vercheny en octobre 1948. Elle s'est installée dans les vieilles maisons du village, la casbah, la terrasse, la cure. Il fallait les réparer et les aménager. Les jeunes, les enfants se sont sentis concernés par la construction de leur maison. Avec les adultes de la collectivité, ils se sont mis au travail. Le jeudi, jour de congé à l'époque. Les enfants capables de tenir pelle ou pioche venaient naturellement donner un coup de main. C'est un chantier urgent en août 1952 qui déclenche tout. Les enfants de 11 à 14 ans se retrouvent le jeudi et le dimanche dans une organisation où ils s'unissent à la vie de la collectivité en participant à certains chantiers et travaux utiles à tous. Donc on voit dès les années début 1950 que les enfants vont commencer à participer aux différents travaux pour reconstruire les différentes maisons sur le village de Vercheny. Suite à cela, donc, le but du groupe des cadets va être de gérer eux-mêmes leurs activités et d'aider les plus jeunes à progresser dans les activités artistiques, culturelles et sportives extrascolaires, comme des ateliers manuels. Donc là, on va retrouver dans un premier temps un compte-rendu, par exemple, d'un conseil d'administration fait seulement par le groupe des cadets, donc des enfants de 11 à 16 ans. Et puis, dans un deuxième temps, on va avoir également toujours dans ces fascicules de présentation du groupe des cadets une précision sur les différents ateliers manuels qui vont être mis en place, et notamment la précision sur le fait que tout ce qui va être fait dans ces ateliers manuels, l'importance va être de lier la culture, donc l'art, et également la fonction des matériaux qui vont être utilisés avec des méthodes simples pour pouvoir les réutiliser plus tard. De plus, comme le souligne Léo Soulier-Débat, la naissance de la cogestion a lieu donc dans les années 1940, et on peut même dire que les premières initiatives de cogestion, elles sont menées dès les années 1940. Donc ici, on est déjà dans la suite des prémices de la naissance de la cogestion. Pour aller plus loin, je vais parler maintenant de l'environnement naturel qui permet aux enfants de s'épanouir et de développer leurs aptitudes physiques en s'adaptant à celui-ci. En effet, les randonnées puis le ski à partir des années 1950-1960 viennent s'inviter à l'ensemble des activités des enfants de la collectivité pédagogique. Et comme vous le voyez, on est dans un milieu très naturel. Donc c'est très important pour l'ensemble de la collectivité pédagogique, dans un cadre un peu d'éducation, je dirais, d'éducation intégrale, d'aider les enfants donc, à évoluer au sein d'un environnement complètement différent que celui de Paris. Pour conclure notre propos, il s'agit de dire que la naissance de la collectivité pédagogique des Amis des Enfants de Paris en 1946 à Montreuil, puis en 1948 à Vercheny, retourne de l'aide sociale à l'enfance dans un objectif de prévention de l'enfance en danger moral.
L'originalité de ce village d'enfants repose davantage sur sa conception pédagogique en collectivité, en mettant les enfants au centre de leur éducation et notamment de l'éducation de leur corps. Et celle-ci a lieu par la participation à des travaux permettant le développement de la collectivité, mais également par des activités manuelles ainsi que l'accès aux APPN, notamment la randonnée et le ski, ce qui est assez peu commun à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Pour aller un petit peu plus loin, pour s'émanciper et se faire connaître, différentes lettres nous informent de la possibilité d'une correspondance avec l'université de Birmingham en Angleterre en 1951. Donc c'est la lettre que vous... Hop, j'ai oublié de cliquer, mais c'est la lettre que vous allez avoir ici en haut à votre droite. Donc c'est une lettre de Jean d'Alins en correspondance à Monsieur Dominique Ardouvin qui va en effet montrer donc cette importance d'essayer de s'émanciper même à l'étranger dès les débuts. De plus, le 26 novembre 1952, il y a une ouverture donc et une participation du Salon de l'Enfance à Paris pour se faire connaître et notamment par les membres du foyer de Montreuil. Pour finir, ces quelques pistes dressées au cours de cette communication seront bien sûr à approfondir et à développer dans le cadre de mon futur travail doctoral. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions... Merci d'avoir non seulement tenu le temps, mais en plus de ne pas l'avoir occupé en entier. Peut-être que Jean Saint-Martin veut terminer sa conférence. Il reste 4 minutes. Donc plus sérieusement, les questions. Je crois qu'Olivier Chauveau a une question qui trépigne depuis plusieurs minutes. Donc, je ne savais pas que je trépignais. Bon courage pour le travail de thèse. C'est bien. Voilà, c'était ma question. Non. Alors, l'ordonnance de février 45, vous savez, c'est un texte voilà, qui est déterminant s'agissant de l'enfance délinquante et puis justement des aménagements entre guillemets en matière de justice pénale pour les enfants de moins les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Donc voilà, est-ce que c'est important, est-ce que ça se situe dans ce contexte-là de politique de prévention d'une enfance délinquante qu'on a identifié et qui convenait de s'en méfier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième est liée aux activités de chantier, mais j'ai vu que Christophe Pécou était dans la salle, donc je vais faire attention à ce que je dis. Est-ce que là on est dans la filiation beaucoup des chantiers de jeunesse, parce que de mémoire, dans les activités des chantiers de jeunesse, il y avait des travaux d'intérêt général qui étaient confiés aux adolescents et aux jeunes gens qui fréquentaient les chantiers. Donc est-ce qu'il y a cet héritage-là, parce que là on est dans une période continuité rupture, voilà. Est-ce que vous avez lu déjà dans ce que vous avez pu regarder de filiation, alors sans idéologie qui va avec, hein, évidemment, mais d'activités qui finalement reprennent celle des chantiers? Alors déjà merci pour le travail de thèse. Dans un premier temps, donc pour votre première question, en effet donc ça suit un peu la loi de 1945, mais et puis ça va répondre en même temps à votre deuxième question. C'est le fait que j'y suis allé pour le moment seulement 2 fois en fait à Vercheny, donc j'ai eu du mal encore à dépouiller les archives complètement. Voilà, donc j'ai pas eu le temps encore de tout analyser. Mais tout ce que je peux dire sur les chantiers de jeunesse, par contre, c'est qu'effectivement, il y a eu des appels à des chantiers collectifs en fait, pour venir aider à la reconstruction du village. Alors, j'en sais pas plus pour le moment. Je sais pas si ça vient justement avec ces chantiers de jeunesse ou si c'est juste des demandes ponctuelles pour aider le village sur des dons en fait. Donc, je peux pas vous répondre à aller plus loin par rapport à ça. Pour le moment, en tout cas. Merci, Jean. Merci pour votre présentation. Alors c'est pareil, c'est comme Olivier, c'est des demandes de précision. Les chantiers de jeunesse, certes, mais on pourrait peut-être aussi poser la question de l'influence de Peuple et Culture, et donc derrière aussi de l'influence de l'école des cadres d'Uriage. Il faudrait voir qui encadre, et ça c'est ma deuxième partie de la question. On n'a vu que des garçons. Il n'y a pas de filles ?
Alors si, au sein du village, ici, il y a bel et bien des femmes, sauf que dans les débuts, effectivement, on a beaucoup de en tout cas dans les photos, on a beaucoup de photos d'hommes en fait. Donc j'ai repris les photos que j'avais dans le contexte en fait. Voilà. Donc je vais passer la parole à Christophe, mais avant ça, je vais faire un peu d'activité physique. Merci. Donc pour répondre, il y a le micro qui... ouais. Enfin, investir dans un micro. On retrouve des similitudes avec les chantiers, mais je pense que ça n'a... C'est pas le même public. Et puis en 46, les chantiers sont dissous depuis 1944. J'en avais discuté, on peut retrouver des similitudes sur le fait de l'environnement, de retirer des enfants dans un cadre plus naturel, comme moyen de formation morale, physique, viril, si on veut. Voilà. Ma question, et je reprends un peu ce que disait aussi Jean, on peut aussi retrouver, alors je ne sais pas si tu l'as vu, mais des premières expérimentations, par exemple, de l'éducation anarchiste. Je pense à La Ruche de Sébastien Faure, où il y a cette volonté de proposer des nouveautés pédagogiques, éducatives à des publics qui sont aussi dans des difficultés on va dire sociales ou économiques. Et donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est quoi, enfin, si tu as lu des choses dans ces... Putain, ça marche pas. Est-ce que c'est plutôt une éducation physique qui vit ce que tu as mis les enfants? Est-ce que c'est une éducation physique, parce qu'a priori c'est les enfants qui sont délinquants ou qui flirtent avec la délinquance? On est plutôt dans un redressement avec des méthodes un peu plus dures, ou c'est plutôt de la méthode Hébert, le fait de gambader dans la nature, voilà. Est-ce que tu as lu des choses sur l'éducation physique qui étaient dispensées dans un premier temps pour le début de l'éducation, parce que a priori ça a évolué avec le temps, mais dans les premiers temps. Merci. Alors, pour répondre à la question, donc tout d'abord, il faut savoir que là, on n'est pas dans tout ce qui est éducation nationale, on est bien dans l'éducation populaire. Et ce qui va être utilisé davantage, ça va être les pratiques sportives surtout. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très rigoriste. Ça va être plutôt effectivement le fait de laisser les enfants s'épanouir au sein de l'environnement naturel, et puis par la suite d'essayer d'organiser. Donc le groupe des cadets organise déjà des rencontres sportives en fait au sein du village même pour pouvoir se développer. Donc il y avait des rencontres sportives de foot, j'ai pu lire ça par exemple sur les sports collectifs, c'est mis en place. Ou sinon il y a sur les débuts de l'association des sorties ski qui vont être mises en place dès l'hiver en fait. Voilà. Merci. Une petite question. Les étudiants, vous avez le droit de parler, hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes de précision, peut-être de la curiosité, ça arrive. Ah, donc un nouvel IFEPSA, Johan Fortune. Je voulais juste savoir, parce que ça m'a peut-être échappé, mais c'est de l'enfance délinquante? C'est des orphelins? Alors pour répondre à la question, c'est ce dont je parlais au début. Le but était en fait de prévenir au lieu de guérir. Donc c'est bien, ce ne sont pas forcément des enfants qui sont déjà dans la délinquance, mais c'est plutôt des enfants qui sont issus de familles qui sont, quant à elles, soit délinquantes, soit qui peuvent s'occuper en fait de ces enfants. Et donc le but, c'est d'essayer donc au départ par l'aide sociale à l'enfance, de les retirer un peu de leur famille pour les sortir un peu du contexte et de l'environnement social dans lequel ils sont, et empêcher d'avoir ce cercle en fait vicieux de la reproduction de ce que les parents ont pu faire subir aux enfants. Et là, de ce que j'ai pu lire et donc des différentes discussions que j'ai eues avec les membres de l'association, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sortent derrière, qui arrivent à fonder des familles et qui arrivent à s'occuper de leurs enfants et avoir une vie stable. Donc ça marche plutôt, pour le moment, ça a l'air de marcher bien. Après, il faudrait que je regarde davantage au niveau statistique. Alors déjà, bravo pour cette thèse, hein, et pour avoir pris le temps et le courage de venir la présenter à ses débuts.
Hein. Je vous félicite pour cela. Et ensuite, pour poursuivre en effet sur les questions qui ont été posées sur le cadre en fait qui guide les créateurs, sur leur référentiel, puisqu'on voit bien qu'il y a deux modèles finalement. On retrouve un peu le modèle des colonies pénitentiaires où on met à l'extérieur dans la nature, voilà, c'est un peu rousseauiste, hein, pour empêcher que la mauvaise influence se diffuse sur l'enfant et créer le vice en quelque sorte. Et puis vous avez parlé aussi d'éducation populaire. Alors du coup, on se demande si en effet il y a des références aux méthodes actives. Ça peut être freiné aussi, hein, avec cette éducation nouvelle qui a visé émancipatrice et qui pense que pour certains enfants, en effet, il vaut mieux que leur vie se déroule à l'extérieur de la ville, ce sera mieux pour eux à tout point de vue. Et c'est pas du tout la même perspective d'un côté et de l'autre, bien évidemment. Hein, voilà. Alors je ne sais pas si, avec les éléments disposés, vous pouvez répondre. Enfin, en tout cas, ça peut vous aider ensuite afin de creuser, de situer les acteurs, les gens, la commande, et puis comment ils s'emparent de la commande, en effet, ceux qui investissent en tant que professionnels les lieux. Donc, pour répondre à la question, en ayant lu quelques articles donc, de Laurent Gutiérrez, on serait plutôt dans la deuxième option, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place des méthodes actives qui permettraient aux enfants de s'approprier un peu leur savoir et puis leur éducation. Donc, on serait plus dans la deuxième proposition. Très bien, on va arrêter là. Du coup, on va enchaîner avec la communication.